#paye ton utérus. Quand je mentionne ma copine, la gynéco me dit: je vais vous prescrire la pilule pour quand vous aurez une vraie relation. Mais je peux pas vous poser de stérilet, c'est pour les personnes en couple, fidèles et avec un projet de vie commun. Quand ton gynéco te sort, Vu la taille de vos seins, petites, ils vont faire la gueule les gens de la mammo. quand tu sursautes à cause d'un geste invasif, non annoncé qu'on te répond. Vous n'êtes pas là pour prendre du plaisir. Quand ton médecin veut pas que tu arrêtes la pilule parce que les préservatifs c'est moins kiffant pour ton mec. #paye ton utérus. Quand il s'agit des droits des malades, la loi Kouchner de 2002 est très claire. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Marie-Hélène Aucun Lahaye, acte vous êtes médical avec ne peut donc Clara être Debord pratiqué à l'origine sans d'une avoir pétition auparavant reçu une contre les autorisation. touchés vaginaux sur patientes endormies. Alors en quelques mots, donc c'était un homme dont la femme a subi des touchés vaginaux de façon non consentie et qui a voulu chercher des témoignages sur Internet. Donc il a commencé à taper des mots-clés sur Internet et a tombé de façon un peu par hasard sur des documents d'une université de Lyon, sur des documents de stage pour les futurs gynécologues qui énuméraient toutes les compétences que les futurs gynécologues devaient avoir fait, et dont notamment une ligne en toutes lettres des touchés vaginaux sur patientes endormies en bloc opératoire. Et moi, à ce moment-là, je m'attendais naïvement à ce que les médecins réagissent en disant « mais c'est scandaleux, une enquête doit être menée, si c'est effectivement ça doit être sanctionné ». Et en fait, non, ils n'ont pas du tout réagi comme ça. On a d'abord eu la doyenne de l'université de Lyon qui a dit oh, mais si on demande l'avis aux patientes, elles vont dire non, donc on leur demande pas leur avis. Et puis arrive même le président du collège des gynécologues français qui sort dans la presse en disant mais enfin, on va quand même pas demander aux femmes leur consentement, ce serait la pudibonderie. Et c'est vraiment ça qui a déclenché cette idée du rappel à la loi Kouchner sur ce consentement libre et éclairé que manifestement les médecins ne connaissent pas, ils n'appliquent pas, ils veulent pas appliquer, ils ne voient juste pas le problème. Alors, vous dites par rapport à cette affaire, et c'est ce qui vous a le plus interpellé dans cette polémique, ce n'est pas l'ignorance du droit de la part des gynécologues, mais leur insistance à affirmer que les touchés vaginaux n'avaient rien de sexuel. Mais déjà, dans tous ces débats, c'est toujours l'argument, donc tous ces arguments, c'est de dire mais enfin, c'est pas un viol. Déjà, on n'y prend pas de plaisir, comme si le plaisir était constitutif du viol. Donc, un violeur pourrait dire oui, j'ai pas pris plaisir, donc c'est pas un viol. Enfin, c'était déjà assez aberrant. Et surtout, l'argument qui revenait toujours, c'était de dire mais ça n'a rien de sexuel. Et ce que je démontre, c'est que peut-être que dans l'esprit des médecins, admettons, ça n'a rien de sexuel, mais quand c'est la femme qui a subi le toucher vaginal, c'est peut-être pas nécessairement la même chose. Donc c'est de nouveau prendre le point de vue du médecin sur la femme. Et puis sur Twitter, je me suis même amusée en disant, puisque ça n'a rien de sexuel et que c'est tout à fait anodin, pourquoi les étudiants en gynécologie s'entraînent pas entre eux? Et bien là, il n'y a pas eu beaucoup de succès sur ma suggestion. Au contraire, il y a toute une série d'étudiants qui vont dire, mais non, ça sert à rien, non. Enfin, ils ont trouvé plein d'excuses pour expliquer à quel point, non, surtout pas entre étudiants. Donc c'est toujours de nouveau le médecin par rapport aux femmes et pas entre eux. Autrefois, on n'avait même pas à dire les choses aux gens. Jean Marty. Il fallait expliquer aux gens quelque chose qui soit pour eux, quelque chose qui soit simplement rassurant. Et par exemple, mes patrons disaient, je prends l'exemple du cancer, ne jamais prononcer le mot. D'accord ? Alors qu'aujourd'hui, on en est à la vérité sur tous les domaines par rapport à cette pathologie particulière. Donc il faut comprendre qu'il y a eu une évolution et qu'effectivement, dans un premier temps, il n'y avait aucune raison d'aller expliquer à une femme qui dormait qu'on en profitait pour apprendre aux étudiants à faire des examens alors que la personne dormait pour une pathologie. C'était l'occasion de montrer aux jeunes en formation qu'est-ce qu'était cette pathologie. Et c'était pour nous absolument naturel. Aujourd'hui, on en est dans le fait de s'offusquer, qui est une pratique qui était absolument naturelle il y a 40 ans. Voilà. Il faut comprendre que c'est une évolution de la société. Mais il faut aussi aujourd'hui, malgré tout, expliquer à la population qui n'a pas encore compris que le médecin à qui elle souhaite se confier ne peut être digne de cette confiance qu'à partir du moment où il a une expérience du toucher vaginal. Et quelqu'un qui est très maladroit
eh bien, c'est mieux de faire un premier toucher vaginal chez quelqu'un qui dort et on va lui montrer qu'est-ce que tu sens bien de ça, c'est comme ça, qu'aller le faire chez quelqu'un qui est tout à fait réveillé, d'accord, et à qui on va montrer que c'est en haut, que c'est en bas. Je veux dire que si je vous faisais subir ça maintenant sans anesthésie, vous ne l'accepteriez pas. Parce que les femmes s'arrêtent surtout sur la notion de consentement. Et le consentement, c'est prendre aussi le risque que la patiente dise non. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui tout à fait d'accord pour qu'il y ait ce consentement. Et avec d'ailleurs cette conviction, c'est que ce consentement, nous l'obtenons extrêmement facilement. Des amis à moi m'ont dit sur la question des touchés vaginaux au bloc opératoire, mais enfin, pourquoi ça te gêne? La plupart des gynécologues sont des femmes. Clara Debord, directrice d'hôpital, spécialiste des professions de santé. Ça ne devrait pas te gêner. Alors, ce à quoi je réponds que d'une part, c'est faire fi de l'homosexualité, c'est quand même un comble, et puis ce n'est pas le sexe des doigts du gynécologue qui m'intéresse. Ça n'a rien à voir avec le caractère sexué des doigts qui me pénètrent sans mon consentement. C'est le fait que c'est une zone intime, c'est que le fait que la loi me permet de dire si je suis d'accord ou si je suis pas d'accord et que je n'accepte pas que soit un homme, soit une femme passe outre ce consentement qu'on est censé recueillir auprès de moi. Elisabeth Paganelli, gynécologue. Après, on fera comme le reste. Si vous voulez qu'on fasse une fiche d'information, on leur donnera une fiche d'information par la secrétaire. Je leur dirai, est-ce que vous acceptez que je fais le toucher vaginal? Est-ce que vous acceptez que je prends la tension? Est-ce que vous acceptez, madame, que je vous pèse? Parce que moi, j'ai des obèses, elles veulent pas être pesées. Mais c'est leur choix. Mais par contre, si c'est un début de grossesse, il faut bien que je les pèse. Ça fait partie des recommandations de peser les gens. Maintenant, il y a des dames, elles veulent plus être pesées. Bon, ben moi, je veux bien. Mais alors, dans ce cas, elles cocheront ce qu'elles veulent bien. Et dans ce cas, ça sera légal. Parce que ce que je n'aurais pas fait, c'est que la dame aura refusé. Et à ce moment-là, je serai protégée. Parce que ne pas faire un toucher vaginal, si la dame elle a un sarcome avec une grosse tumeur qui lui arrive à l'ombilic, qu'elle a 18 ans et qu'elle a le cancer de l'utérus, qu'est-ce qu'on me dira? J'ai vu la patiente, elle est venue dans mon cabinet. Vous lui avez fait régler une consultation et vous ne l'avez pas examinée. Donc on nous reproche toujours de ne pas faire quand il y a un problème. Alors, nous, donnez-moi où est le raisonnable. Vous, ça vous choque, cette demande de consentement pour chaque acte que vous ben, allez ça va poser? être long, hein. Ça va être long. Mais le consentement, les femmes parlent du sexe. Est-ce que quand les dames, elles vont à l'université, qu'elles ont la chance d'aller dans un hôpital, un CHU qui est à côté de chez moi, elles savent bien que c'est un CHU, ça veut dire universitaire. Elles sont contentes d'avoir des internes, elles sont contentes d'avoir... Donc, évidemment qu'il y aura des internes qui vont passer. Dans ce cas, il ne faut pas aller dans un CHU, il faut aller dans une clinique privée si vous ne voulez pas du tout avoir d'étudiants. Pour moi, le CHU, ça devrait être la meilleure médecine, pas la pire. Clara Debord. Centre hospitalier universitaire, la meilleure médecine, la médecine qu'on enseigne aux médecins de demain. Comment peut-on justifier que la meilleure médecine, la médecine qu'on enseigne demain, soit une médecine qui fasse fi de la loi? La loi ne permet absolument pas de ne pas demander l'accord du patient dès lors qu'il est en CHU. Absolument pas. Au contraire, la loi prévoit un consentement particulier pour les actes réalisés à des fins pédagogiques. Je m'appelle Sophie, j'ai 33 ans et en 2007, j'ai fait une fausse couche à 8 semaines. Donc déjà, on est obligé de passer par les urgences, même si c'est pas forcément une urgence en tant que telle. Donc on attend des heures aux urgences. Et ensuite, on m'a fait aller dans le service de gynécologie où j'ai rencontré donc une interne d'abord, qui a été très gentille avec moi, qui s'appelle Marie d'ailleurs, je m'en souviens bien, qui m'a expliqué comment ça pouvait se passer, que certes je pouvais attendre, que ça allait partir tout seul, mais ça pouvait mettre des mois, enfin bon. Donc après, elle m'a parlé d'une intervention, que ça serait bien, même si moi j'avais une lettre de ma gynécologue qui demandait en fait un avortement par médicament. Mais elle m'a dit, oui, vous vous rendez compte, vous allez faire ça toute seule chez vous, ça peut durer pendant des jours. Moi, je vous conseille plutôt de venir chez nous, on va vous faire une opération, en fait une aspiration, comme un avortement. Ça va pas durer longtemps, vous allez voir, vous allez rien sentir, ça va bien se passer.
Donc on m'a dit par contre il faut se décider tout de suite parce qu'il faudrait qu'on vous prenne demain. Donc bon, j'en ai discuté un petit peu avec mon partenaire, on s'est mis d'accord, et puis là, donc j'ai quand même posé la question de l'anesthésie. Ils m'ont dit non mais ça, c'est pas une question qu'il faut se poser, prenez pas l'anesthésie générale parce que c'est trop lourd, ça sert à rien pour une intervention comme ça. Et moi, naïve comme j'étais et complètement désespérée, je me suis rendue le lendemain matin à Agen à 7h pour cette intervention. Donc déjà au départ, ils m'avaient dit qu'ils me donneraient un calmant qu'ils ne m'ont jamais donné. Et du coup, ils m'ont mise dans le bloc. Et là, j'ai vu qu'il y avait donc la médecin-chef, que j'avais juste entreaperçu la veille, l'interne que j'avais vu et 2 autres étudiants qui étaient présents aussi. On ne m'avait pas du tout posé la question. Peut-être que j'aurais donné mon consentement si on m'avait demandé. Mais en l'occurrence, j'ai été assez surprise parce que c'était pas... Enfin, on m'en avait pas parlé, quoi. Donc là, on m'installe, je demande le calmant, on me dit non, mais c'est trop tard, de toute façon, ça va bien se passer. Et donc là, déjà, ils m'ont attachée, je ne savais pas non plus que ça faisait partie de l'intervention. Ils m'avaient dit, apportez votre lecteur MP3 ou de la musique, mettez ça bien fort, comme ça, vous entendrez pas. Sauf qu'une fois arrivé sur place, il se trouve que les médecins doivent aussi vous poser des questions, genre, vous allez pas tomber dans les pommes, donc on vous demande tout le temps de couper la musique, donc en gros, on peut pas écouter la musique. Donc je ne l'ai pas fait, et donc on m'a attachée, et là, donc la gynécologue en chef dit à cette Marie en question, allez Marie, videz-moi cet utérus. Donc déjà, moi j'étais déjà très mal forcément, parce que dans ces situations-là, on est forcément mal, en plus on est attaché avec des personnes qu'on n'a jamais vues, ni d'Ève ni d'Adam. Là dans le fond, il y avait un interne homme donc, qui tirait la gueule, quoi. Je pense qu'il était déçu de ne pas avoir été choisi pour cette leçon. Donc l'intervention, voilà, ils me font l'anesthésie, ils me félicitent parce que je suis docile par rapport aux autres femmes, parce que d'habitude les femmes, on peut pas les toucher, dès qu'on les touche, en gros, elles couinent. Et donc j'ai tout entendu, le bruit des machines, les indications, un peu à droite, un peu à gauche, enfin tout, quoi. Et à la fin, ils sont même allés jusqu'à mettre l'embryon, puisque c'était qu'un embryon à ce niveau-là, dans la machine à côté de ma tête, quoi. Donc j'ai tout vu, et puis ils sont partis. Et ils m'ont dit, en partant, vous inquiétez pas, vous vous remettrez vite. Et voilà, donc on m'a raccompagnée dans ma chambre, comme ça, en plein choc, quoi. Enfin, j'y croyais pas, j'avais l'impression. Dans ces moments-là, on peut rien dire, parce que ça semble tellement irréel qu'on puisse vous faire ça que... On n'a rien à dire, quoi. J'ai rien dit du tout. Puis finalement, ils m'ont laissé partir, comme ça. Sauf que suite à cette intervention, j'ai eu une infection qui s'est déclarée dans les jours suivants, en fait, de grosses douleurs au ventre, tout ça. Et ma gynécologue étant en vacances, je l'ai eu par téléphone et elle m'a dit, retournez-y parce que c'est eux qui ont pratiqué l'intervention, donc c'est eux qui sont à même de voilà, quoi, voir ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, je suis tombée sur le fameux interne qui n'avait pas eu le droit de s'exercer sur moi quand j'étais venue, quoi. Et lui, il m'a dit directement, au passage, en me faisant des réflexions sur mes seins, enfin des trucs comme ça, quoi, bref. Je sais pas, il me dit, mais ça va peut-être vous remonter le moral, mais je trouve que vous avez vraiment de jolis seins. Je fais, écoutez, pas du tout, enfin, c'était vraiment complètement inconvenu, mais bref. Et lui me dit, écoutez, il reste encore un petit truc. Voilà, je le cite, il m'a exactement dit ça. Il reste un truc. Donc moi, je vous fais une aspiration là maintenant, là. Si vous voulez, on y va. Il est 14h, à 14h30, vous êtes au bloc. Donc, pour la première fois, je dis non. Donc sa chef arrive, elle me dit alors comme ça, on veut pas repasser sur le billard. Donc je lui dis non, je ne veux pas repasser sur le billard. Et je leur demande de me délivrer du Cytotec en l'occurrence. Cytotec ? Donc le Cytotec, c'est un médicament qui est utilisé pour les avortements médicamenteux. Ça expulse l'embryon en fait. Et à ce moment-là, donc l'autre, elle prend sa boîte comme ça de Cytotec et elle me la jette dessus et elle me dit vous savez quoi, peut-être que vous pourrez plus jamais avoir d'enfant, quoi. Et voilà. Donc voilà, et elle m'a dit aussi, avant que je parte, maintenant je sais que c'est totalement infondé, mais à l'époque j'y connaissais pas grand-chose en gynécologie, tout ça. Elle me dit de toute façon, ça sert à rien de réessayer maintenant parce que vous ovulerez pas, ce mois-ci. Alors je sais pas pourquoi. Et donc j'ai demandé aussi un arrêt de travail parce que le Cytotec, comme toutes les femmes, je sais ce que c'est. Je sais que ce sont des douleurs, et ils ont refusé de me le donner. Donc je suis partie avec mon Cytotec sans arrêt de travail. J'ai pris mon Cytotec le lendemain au travail pendant 48 heures. J'ai eu des douleurs, enfin bref. J'ai pu me faire arrêter par un autre médecin, mais moi ma sensation c'est que j'ai vraiment été punie en fait, d'avoir été la méchante fille qui refusait son intervention, quoi. Donc la première personne avec qui j'en ai parlé, c'est à ma gynécologue en fait quand elle est rentrée
de ses congés, donc elle a fait une lettre à l'hôpital, mais qui est restée sans réponse. Et le fait est que je suis tombée enceinte finalement le mois d'après, donc comme quoi c'était possible d'ovuler aussi. Et aujourd'hui, je sais que je serais incapable de me faire avorter par aspiration, même sous anesthésie générale. C'est un truc qui est clair avec mon compagnon. On utilise 2 moyens de contraception parce que j'ai hyper peur de retomber enceinte, mais je ne suis pas capable de refaire ça. Vraiment. La maltraitance ordinaire en gynécologie obstétrique, c'est une perte de chance. Parce que beaucoup de femmes ou beaucoup de jeunes filles ne vont pas ou pas assez souvent chez le gynécologue ou chez la sage-femme, parce qu'ils ne savent pas forcément qu'ils peuvent aller chez la sage-femme, parce que y aller, et moi-même j'y vais à reculons, prendre rendez-vous pour aller se mettre à poil et écarter les jambes, c'est vraiment pas agréable. Les hommes n'imaginent pas ça. Le problème de la maltraitance, c'est que si par exemple vous êtes enceinte, vous allez voir un gynécologue, c'est le seul gynécologue dans le secteur. Vous allez craindre que votre grossesse ne soit pas bien suivie si vous vous défendez. Il y a un chantage, une menace qui est inhérente à la position de pouvoir que le médecin a en face de vous. Les maladies que le gynécologue peut dépister sont pour beaucoup des maladies mortelles. Et je crois que ça participe de cette pression et du fait que nous n'osons pas nous écouter nous-mêmes quand nous ne sommes pas à l'aise avec le gynécologue et nous n'osons pas lui dire. Parce que potentiellement le gynécologue est en train de nous sauver la vie. Et ce n'est pas anodin, ça n'est pas comme si on allait chez un médecin qui soigne que des maladies gênantes mais pas mortelles. Jean Marty, un de vos confrères, Martin Winkler, écrit dans un de ses articles, je cite, « Dans un pays qui se dit démocratique, tout citoyen, médecin ou non, est en droit de critiquer le comportement inacceptable d'une profession réputée répondre aux besoins de la population. Pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que ce droit est censuré en France. » On connaît Winkler, mais pour nous, on le connaît surtout comme romancier. Bon, c'est un médecin généraliste qui parle beaucoup de gynécologie, mais enfin, je crois que la meilleure façon de bien parler de la gynécologie, c'est de passer les diplômes. Donc, dire qu'il a beaucoup d'autorité au sein vis-à-vis de tout un chacun, mais finalement, il est un peu entre les deux, parce que il est ni gynécologue, ni femme, et surtout, je crois qu'il a besoin de beaucoup s'exprimer. Moi, si je me disais ça, moi. À ce moment-là, j'y ferais beaucoup plus attention. À vous, d'ailleurs, vous le voyez, d'ailleurs, je ferai beaucoup d'attention à ce que vous me dites. Et je pense que, si vous voulez, nous, on est formés à tout entendre, à tout écouter. Je crois que notre activité, c'est d'expliquer les choses. Mais après, et puis vraiment, c'est la culture, le Conseil de l'ordre, il veille vraiment, c'est qu'on ne fait rien que n'accepte la population. Voilà. On ne fait rien que la patiente qui se confie à nous ne veuille pas. Clara Debord. Je pense que la formation des médecins, c'est une formation entre pairs. C'est le principe de la formation médicale, c'est un compagnonnage. Ça a d'immenses avantages, mais ça a aussi quelques inconvénients. Et les inconvénients, c'est aussi le fait d'un relatif entre soi. Et peut-être que la formation des médecins n'est pas assez regardée par des personnes de la société civile, j'ai envie de dire, des philosophes, sociologues, peu importe. La formation médicale est encore beaucoup conçue comme une formation hyper technique, comme une formation un peu d'ingénieur, si vous voulez, et que donc seuls les techniciens, encore plus techniciens que vous, peuvent vous enseigner des choses. Et ce que je crois aussi, c'est que la loi sur les droits des malades de 2002, la charte du patient hospitalisé qui est sortie en 1995, me semble-t-il, on voit bien que le fait d'émettre des droits et même de les afficher dans les hôpitaux ne suffit pas. Et que tout le monde sait que dans la charte du patient hospitalisé, le recueil du consentement est indiqué. Mais en même temps, vous allez croiser un tas de personnes qui vont vous dire dans un CHU, on n'a pas demandé l'accord pour que les internes viennent vous voir. Donc il y a une incompréhension totale, une méconnaissance crasse de ce qu'emportent ces nouveaux droits dans la réalité de la pratique
du médecin ou du professionnel de santé en général. Fin février, accouchement traumatique, seul pendant des heures, puis avec 7 personnes qui arrivent d'un seul coup au son de « Votre bébé va mourir », forceps, épisio, déchirure complète. Tout ça sans péridurale. Je passe 8 jours à la maternité, sans voir personne, sinon l'infirmière du matin qui me dit tous les matins « Le psy va venir vous voir aujourd'hui ». Bien sûr, je ne vois personne. Je sors, je me reconstruis chez moi, avec mes proches, loin des soignants. 4 mois pour apprivoiser mon intimité, pour reprendre une vie sexuelle. Et malgré le temps qui passe, une douleur à un endroit lors des rapports. Je retourne consulter à la maternité. La gynécologue me dit que la cicatrisation ne s'est pas faite tout à fait correctement et qu'il y a une bride qu'il faut enlever. Je ne suis pas sûre de vouloir, peur de la douleur, peur du changement dans cette région que j'ai eu tant de mal à réapprivoiser. Le gynécologue me rassure, ce sera sous anesthésie, Je peux prendre rendez-vous avec le chirurgien pour parler avec lui de la nécessité de couper cette bride et de comment faire. Fin octobre, exactement 9 mois après mon accouchement, j'ai rendez-vous avec un chirurgien de la maternité, ce que je pensais être une consultation. Il me demande de me déshabiller et de me mettre les fers en l'air. Je me rappelle d'un examen médical désagréable, limite douloureux, sans un mot du praticien sur ce qu'il fait. Vu mon historique, je ne me sens pas vraiment en confiance et le surveille du coin de l'œil. Aussi, quand je vois le chirurgien prendre un objet sur la petite table à côté de lui, je lui demande « Vous prenez quoi? C'est pour faire quoi ?» « Ne vous inquiétez pas, madame, c'est juste un coton pour un prélèvement. » Je me rallonge, douleur vive, très vive. Je me rassieds, vois du sang couler. Je hurle « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Eh bien, j'ai coupé, madame, vous veniez pour une bride, c'est bien ce que vous vouliez, non ?» Il expliquera plus tard qu'il m'a menti pour mon bien. En ne m'attendant pas au geste, je n'ai pas stressé. Ces femmes qui témoignent, est-ce qu'elles ont conscience d'être victimes ? Pour beaucoup donc de ces personnes qui témoignent, ce qui s'est passé relève du traumatisme, clairement pour beaucoup de témoignages relevant de la gynécologie. Et pour autant, ce n'est pas forcément facile de mettre des mots sur ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi ça leur est arrivé. Et donc je pense que ce terme de consentement, c'est une façon qui, déjà pour les femmes, fait écho à beaucoup de choses et qui peut permettre de comprendre, de commencer à mettre des mots sur ce qui s'est passé, ce qui est quand même la première étape pour arriver à dépasser ça. C'est ça aussi le but du Tumblr, c'est montrer que ce n'est pas une série de problèmes isolés, sans lien entre eux, c'est qu'il s'agit d'un problème systématique et qu'il faut donc régler au niveau du système et non pas au niveau de la relation entre deux individus, entre un médecin particulier et une patiente. Et je pense aussi que mettre en avant cette dimension systématique, c'est aussi une manière d'aider les femmes et de leur montrer... De leur donner les moyens de comprendre ce qui se passe et puis éventuellement de réagir si elles-mêmes se retrouvent dans cette situation-là pour pas qu'elles se disent « ça n'arrive qu'à moi, c'est quelque chose de honteux, je ne peux pas en parler ». Comment on peut obliger les gynécos à changer ? On peut sélectionner les gynécos qui, eux, font leur travail. Il y a des listes de médecins, par exemple. Maintenant, les patients sur l'Internet font des listes de médecins qui sont des médecins qui n'ont pas de préjugés, par exemple, d'orientation sexuelle, c'est-à-dire qui sont accueillants avec les personnes homosexuelles. Ils ont des listes de médecins qui font des gestes gynécologiques sans être agressifs, qui se comportent de manière correcte, enfin éthique. Il y a de nombreux moyens de changer les choses. Ça prend du temps, mais ça ne peut venir que parce que le public s'organise et fait lui-même le tri. C'était Maltraitance médicale en gynécologie, avec Anne-Charlotte Husson, Martin Winkler, Clara Debord, Jean Marty, Elisabeth Paganelli, Marie-Hélène Lahaye. Merci à Marianne et Sophie pour leur témoignage. Merci à Nat Maz, Rachel, Marine, Natsassi et Jacine de nous avoir prêté leur voix. Attachée d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Productrice coordinatrice Irène Omelianenko. Un documentaire de Mélanie Deschalottes et François Test pour Sur les Docs.